Bonjour Lydia. Bonjour Christian, comment ça va? On s'en sort. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps cette réponse-là, mais ça va très bien. Bon, Et de ton tant côté? mieux. Ouais, ça va bien. Hey, question de même. Toi, t'es fiancée? T'as un Oui. mariage qui s'en vient? Oui, l'année prochaine. OK. On ne demande pas de date, rien, pas de précision, c'est correct. On s'en reparle. Ah, d'accord, on en parle à la télé. Ben oui. Donc, il y a un pompier volontaire de Sainte-Terre qui a reçu un titre honorifique. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben, Danny Skeen, c'est un pompier, écoute, 45 ans de service. Il était aussi le directeur, donc un peu le superviseur des pompiers à Sainte-Terre, bien sûr dans les dernières années, mais il a été là pendant 45 ans. Il y avait quand même, de cette soirée-là, il y en avait 3 autres qui étaient honorés, dont Gilles Rioux, Marcel Marcotte et Gérard Durocher, qui, eux autres, qui étaient quand même, étaient là depuis au-dessus de 30 ans aussi. Alors quand même, Danny Skeen, 45 ans de service, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et ce que je trouve le fun, chose qu'on va voir, il y a sa fille Jessica, qui est la première pompière à Sainte-Terre depuis 2 ans. Alors, c'est quand même, c'est quand même, écoute, 45 ans de service. On s'entend, il y en a vu des choses. Ah, c'est sûr. Alors, c'est sûr, on regarde-tu une petite bout de vidéo? J'en ai pas. J'en ai pas de vidéo là-dessus. Bon, ben, propose-le pas d'abord. Ah, je ne regarde pas de bout de vidéo. Mais on va avoir une vidéo du gala Millennium, par exemple. Oui, le 10 septembre dernier, on avait à Sainte-Terre le 22e édition du Gala des Millennium. Là-dessus, on avait des gagnants, dont dans la catégorie Nouvelle entreprise, Oli et Soja, qui ont remporté cet honneur. Ça, c'est Annabelle Garneau et Steven Brousseau, des jeunes qui sont originaires de Sainte-Terre, qui ont parti d'une belle petite entreprise qui marche aussi en ligne. Que les termes en ligne puis tout ça, là, je suis moins... je suis le gars, moi, qui rentre dans les magasins, plus de misère à magasiner. Mais quand même, Oli Soja, alors qui se mérite la nouvelle entreprise de l'année. On a le développement du Mont-Bel qui s'est vu décerner le Millennium dans la catégorie projet d'exception. Ça, c'était au niveau communautaire. Quand même, il y avait... on avait le Club Optimiste qui avait fait le jeu d'eau. Alors, quand même, on avait plusieurs compétiteurs à ça. Et là, Éric Allaire, qui a, dans le développement du Mont-Bel, a quand même précisé, écoute, qu'on a tout gagné, même si... parce que on s'entend qu'il y a bien des organismes qui travaillent au développement de Sainte-Terre, mais le développement du Mont-Bel, c'est en particulier parce que nous autres, on a une belle montagne à Sainte-Terre. Et là-dessus, ben, on a fait des sentiers à l'intérieur. Il y a des sentiers pour l'hiver, le ski de fond, la raquette. Là, on a les vélos de montagne, la marche à pied, alors pour l'été. Alors, c'est quelque chose, puis c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Et on a fait justement 2 éditions de la Coupe du Nord à vélo à cet endroit. Ensuite, là, je suis en train de prendre tout le temps. C'est correct, c'est correct. On remplit le temps. Employeur de choix, c'est PLC. Et encore là, dans le discours, je trouvais ça intéressant, la coprésidente Mindy Fournier, qui parlait de PLC incorporé, qui a remporté, qui explique que les 2 compétiteurs, qui étaient JPS et Branconier, étaient quand même des fournisseurs et des... alors, elle dit, oui, on a gagné, sauf que on travaille que les 3 ensemble. Ces 3 entreprises qui se complètent. Alors, c'est pour ça qu'elle dit, je pense que tout le monde a gagné, puis écoute, en tout cas, c'est quand même intéressant. Et Produits forestiers résolus, qui s'est mérité la contribution au développement économique à Sainte-Terre. On s'entend, il y a une trentaine de millions d'investissements. Le rabotage, il y a une usine de rabotage qui est en train de se construire et qui va raboter tout ce qui est le bois de la région. Ensuite, personnalité d'affaires de l'année, Serge Saint-Pierre, des ambulances Sainte-Terre, qui a quand même, on s'entend dans la période de crise, nous autres, à Sainte-Terre, on a eu bien sûr la fermeture du CLSC et tout ça. Alors, Serge Saint-Pierre, il a réussi à tirer son épingle du jeu là-dedans. Alors, quand même, bravo. Et le prix de la soirée, le dernier prix de la soirée, c'était la Pétale d'or, fierté locale. Et ça, c'est Mme Julie Boucher,
qui a mérité, Julie Boucher de la papeterie sanitaire, qui a quand même réussi à innover, vraiment, là, écoute, même en période de pandémie, elle a réussi à trouver des solutions, tout ça. Alors, quand même, c'est un prix très mérité. Alors, c'est pas mal ce qui fait le tour du Gala des Milléniums. On regarde une petite vidéo. Et le gagnant dans la catégorie implication sociale est le comité de développement du Mont-Bel. Bon, ben, oui, Éric Allaire, qui est dans le comité du Mont-Bel. Fait qu'on vient de gagner le Millénium du développement du Mont-Bel, qui est un organisme qu'on s'est impliqué pour pouvoir avoir des sentiers à Sainte-Thérèse qui est sur le Mont-Bel. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a un groupe qu'on a créé qui inclut la ville, le club de ski de fond, Raquette et quelques autres organismes. Puis qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les fonds, les subventions qu'on va chercher, que c'est une équipe qui va chercher des subventions. La CDE nous aide, la Corporation de développement économique, pour aller chercher des sous. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des nouveaux sentiers pour l'été en vélo de montagne. Puis c'est fait pour tous les utilisateurs, donc la marche, la course, vélo de montagne. Donc, fait qu'on est rendu qu'on peut faire 365 jours par année. Donc l'été, on est en vélo ou en marche. Et l'hiver, raquette et en ski de fond. On est vraiment fiers de pouvoir maximiser l'attrait touristique. Que notre objectif à moyen terme, c'est vraiment de dire au monde de l'extérieur de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui viennent de dire on vient passer 2-3 jours ici, tu arrives avec ton Winnebago, tu t'installes, tu as de l'électricité, tu as de l'eau, tu t'en vas dans le monde, tu peux aller faire du kayak, aller à la pêche dans le coin et ensuite t'en aller plus vers Val-d'Or, Rouen, Amos pour avoir une offre touristique régionale. Donc l'objectif, c'est vraiment d'attirer du monde et attirer des familles dans notre belle ville à Sainte-Terre pour dire, bon, ben, on a des beaux métiers, puis aussi, on a beaucoup d'attrait social, l'attrait touristique, du plein air. Donc, on se démarque sur ça. Puis, les sentiers du Mont-Bel, ben, c'est un peu ça. On se démarque, on a du fun en forêt, puis on se tient en forme. En tout cas, on a reçu ça pour la compagnie Résolu. On est très fiers d'avoir reçu ça. C'est un beau projet pour la région. Ça va nous permettre d'attirer des gens de notre région. Puis en plus de ça, avec l'approvisionnement qu'on a dans le coin, on n'a pas des années. On cherche des employés, venez faire partie de l'équipe, puis intégrez la CDE. Merci. On le sait, c'est la période électorale. Et, oui, et il y a beaucoup d'organisations qui font des revendications. C'est le cas notamment du syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils veulent des classes mieux équilibrées avec un nombre d'élèves, un ratio plus équilibré aussi. Des tâches liées à la fonction première des enseignants, qui est d'enseigner. Et ils veulent de l'équipement mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui également. On peut regarder l'entrevue que j'ai faite avec eux. Monsieur Dallaire, Madame Lefebvre, bonjour. 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 Vous représentez le syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour les auditeurs? Oui, moi je suis Yvan Dallaire, je suis président du CEJAT. Parfait. Et Cindy Lefebvre à la vice-présidence du syndicat des enseignants. Parfait. C'est quoi votre rôle exactement pour bien nous situer? Bien, nous, on représente les enseignantes et les enseignants là, de la Jamésie et de l'Abitibi et du Témiscamingue. Donc, ça représente environ 3500 membres. Donc, qui sont des enseignantes et enseignants là, qui œuvrent dans le secteur du préscolaire, du primaire, du secondaire, formation professionnelle et l'éducation des adultes. Et je sais que vous avez fait une consultation auprès de ces enseignants-là. C'était dans quel but? En fait, ce qui arrive, nous, là, c'est sûr qu'on est en pleine campagne électorale en ce moment, là, mais il faut dire que nous, simultanément, on va être en fait à déposer nos demandes syndicales parce qu'on renégocie
notre convention collective qui arrive à échéance là, au mois de mars prochain. Donc, on sort d'une consultation finalement pour savoir nos membres, qu'est-ce qu'ils réclament, qu'est-ce qu'ils auraient besoin, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on négocie. Puis nous, ben là, avec l'opportunité qu'on a de la campagne électorale, ben, on essaie de placer les résultats de cette consultation-là finalement pour mettre l'éducation sur la table dans les discussions relatives là, à l'éducation en campagne électorale, là, puis malheureusement, c'est évacué complètement. On n'en entend pas parler là, à l'heure où on se parle de l'éducation dans la campagne. Donc là, c'est l'occasion de le faire. C'est quoi les revendications des enseignants dans la région puis dans la Jamaisie? Bien, nous, les revendications sont basées là, sur la consultation qui a été menée le printemps dernier par notre fédération, donc la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec. Puis 15 000 personnes et 15 000 enseignantes et enseignants qui ont répondu à cette consultation-là. Donc, ça représente là, un taux de réponse de 25 % qui est très bon dans les circonstances, dans ce type de consultation-là. Donc, pour ce qui en ressort de cette consultation-là, donc, nos membres nous demandent de revoir la composition de la classe, d'alléger la tâche et puis d'ajuster la taille des groupes. Donc, vous voyez que c'est en lien direct avec les conditions d'exercice des enseignants. Donc, il faut absolument qu'on puisse améliorer les conditions d'exercice des enseignants parce que, bon, là, vous savez, il y en a beaucoup qui quittent, puis il y en a très peu qui arrivent, des nouveaux, des nouvelles. Donc, là, peut-être que Cindy pourrait aller plus en détail là, pour chacune de ces revendications-là. Excusez-moi, oui, c'est correct. Bien, moi, j'aimerais ajouter à ça, tu sais, là, nous, notre rôle en tant que représentants syndicaux, c'est sûr qu'on représente nos membres et leurs conditions d'exercice, mais il ne faut pas oublier que ces conditions d'exercice-là sont les conditions d'apprentissage de nos enfants aussi. Hein. Fait que c'est pour ça qu'on trouve ça très préoccupant puis qu'on aimerait en entendre davantage parler dans la campagne électorale. Je vais commencer d'abord avec la composition de la classe, là, qui est l'enjeu qui est ressorti le plus fortement de la consultation. Vous savez, ça fait vraiment des décennies, je dirais, qu'il y a des coupures en éducation, qu'on investit de moins en moins. Puis comment ça se traduit, ça? Bien, c'est par des coupures de services. Donc, on ferme les classes spéciales. La classe spéciale est en voie de disparition. On coupe dans les ressources qui donnent des coups de pouce dans les classes également. Donc, ça, ce que ça a comme conséquence, c'est que les élèves qui ont des besoins particuliers sont intégrés dans la classe régulière. Donc, il y a de plus en plus d'élèves avec des plans d'intervention, finalement, qui sont dans les classes avec des grandes difficultés, d'autres des plus petites difficultés. Mais bref, tous ces élèves-là sont ajoutés, ce qui fait en sorte que la classe ordinaire, comme on la connaissait il y a 10 ans, elle n'existe plus parce qu'il n'y a plus de classe spéciale, comme je le disais, et il y a de moins en moins de ressources pour venir directement en aide dans la classe. Puis là, je vous le dis, c'est pas moi qui l'invente, là. Il y a même le protecteur du citoyen, là, dans un rapport récent, qui a affirmé que le niveau de service auquel les élèves seraient en droit de s'attendre, ils ne les reçoivent pas dans le service, dans le système actuel. Et ça, on pense qu'il faut vraiment revoir ça, à la fois pour offrir des services de qualité à nos élèves, puis en même temps pour donner là, une bouffée d'air là, finalement aux enseignants qui n'arrivent plus là, si vous me permettez l'expression, à faire la split en toutes les différentes adaptations qu'ils doivent faire si un élève a droit au tiers de temps de plus ou encore à adapter son matériel parce qu'il y a un portable ou bon, fait vous comprenez, là, on n'y arrive pas. On parle souvent de délestage en santé puis ça fait les manchettes avec raison, là, qu'il y a du délestage dans le système de santé, mais en éducation, on en voit de plus en plus, mais on dirait qu'on n'en parle pas parce que personne n'en meurt. Mais c'est tout aussi important, puis on le sait qu'à long terme, il y a des conséquences là, néfastes à ça. Donc, les revendications, est-ce que vous pouvez nous les expliquer plus en détail? Oui, bien là, je viens de vous parler finalement de la composition de la classe. Oui. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est que la classe soit équilibrée en fonction de différents paramètres pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit tenable dans la classe. Donc, est-ce que c'est de voir le nombre d'élèves avec un plan d'intervention qui compose la classe? Est-ce que c'est de donner une pondération, une valeur plus grande aux élèves qui sont assis dans la classe s'ils ont des besoins particuliers? Là, évidemment, nous, on a consulté sur les besoins de nos enseignants.
Le comment de nos demandes, bien ça, on est encore à le rédiger. Là, on devrait faire le dépôt de nos demandes là, d'ici la fin du mois d'octobre. Oui. Effectivement. Le 28 octobre, en fait, qui est la date à laquelle on doit déposer nos demandes. C'est donc le dépôt syndical, le 28 octobre. Puis, donc ça faisait le tour pour la composition de la classe. La tâche des enseignants aussi, qui est une des revendications. Oui, absolument. Donc, vous savez, bon, Cindy en a fait mention, depuis plusieurs années, la tâche ne cesse de s'alourdir, la tâche des enseignants. Donc, on a ajouté, il y a plein de choses qui se sont ajoutées. La surveillance, il y en avait avant, mais il y en a davantage. Beaucoup de tâches administratives, beaucoup de comités qui se sont rajoutés dans nos tâches, qui fait en sorte que les enseignantes, les enseignants ont besoin d'air, ont besoin de souffle, ont besoin de temps, tout simplement, puis ont besoin de temps pour faire ce qui... En tout cas, pour faire là, ce pourquoi ils sont payés, ce pourquoi ils sont formés, c'est-à-dire enseigner. Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait certaines de ces tâches-là qui soient confiées à d'autres personnes. Donc, comme la surveillance, par exemple, la surveillance pourrait être donnée à d'autres personnes, soit qui travaillent dans l'école, ça peut être engager des surveillantes ou des surveillants, tout simplement. Il y a certaines matières aussi qui pourraient être données des spécialistes. Si on prend l'exemple au primaire, c'est surtout au primaire, on s'entend. Au primaire, il y a des spécialistes, exemple en anglais, il y en a en éducation physique. Dans certains milieux, il y en a en art plastique, d'autres en art dramatique. Donc, il pourrait y avoir certaines matières, exemple, les sciences pourraient être données à quelqu'un, une ou un spécialiste qui est en sciences, que ce soit, ça peut être, je ne sais pas, l'univers social, tu sais, on n'a pas arrêté, là, mais question de diminuer le nombre de matières à enseigner, puis donner du temps aux enseignantes et aux enseignants d'enseigner et puis de pouvoir préparer le matériel qu'ils ont besoin en classe avec leurs élèves, que ce soit des élèves qui ont des besoins particuliers ou des élèves dits réguliers dans la classe, là. Donc ça, c'est ce qu'on réclame avec l'allègement de la tâche. Il y a aussi la correction qui prend un certain temps aux enseignants. La planification, la correction, la communication avec les parents. Oui, c'est ça. On en parlait plus tôt aujourd'hui. On se disait, on est de plus en plus accessible, les enseignants. Fait que c'est de plus en plus facile pour les parents de nous rejoindre. C'est une excellente chose parce qu'on veut collaborer avec les parents, sauf que ça prend le temps de le faire. Donc, si je suis toujours sur mon courriel ou sur les réseaux sociaux, parce que les parents communiquent avec moi pour avoir de l'information, c'est super positif. Mais ça, c'est du temps que je ne prends pas pour corriger, planifier, adapter mon matériel. Puis aussi, tu sais, Yvan en a parlé précédemment, là, il y a beaucoup d'autres tâches qui se sont ajoutées à la tâche des enseignants, au-delà du fait d'enseigner à proprement parler. Et il y a en ce moment un projet pilote qui a été mis sur pied. Nous, on a les yeux rivés là-dessus, on a vraiment hâte de voir ça. C'est un projet qui s'échelonne sur 2 ans. Et c'est de créer une nouvelle catégorie d'emploi qui serait l'aide à la classe. Donc, c'est une personne qui serait engagée et qui pourrait donner un coup de pouce pour à peu près n'importe quoi qui ne serait pas un acte exclusif à l'enseignant. Fait qu'évidemment, cette personne-là n'enseignerait pas, ne ferait pas de correction de planification. Par contre, quand on parle de par exemple, aller surveiller les récréations, ça pourrait très bien être cette personne-là. Ça pourrait être également donner un coup de pouce avec tout ce qui est matériel. Quand on a un projet en sciences, ça demande énormément de matériel, l'art plastique. On parle beaucoup aussi du plastifiage, de la décoration de la classe, donc tous ces enjeux matériels-là, ou encore s'il y a un élève qui est en retrait dans le corridor, ça prend quelqu'un pour aller le surveiller, puis que le titulaire, l'enseignant, soit apte à enseigner au reste du groupe. Donc ça, c'est des tâches comme celle-là qui pourraient être confiées au corps d'emploi qui serait aide enseignant. Et ça, c'est sous la supervision d'un groupe de chercheurs aussi. Et avec les différents projets pilotes, bien ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien pour mettre en place des conditions gagnantes finalement pour être en mesure de créer comme
la tâche, finalement, qui serait la plus aidante pour tout le monde dans le réseau scolaire, là. Et ici, là, en région, en fait, avec la baie James et l'Abitibi-Témiscamingue, il y a trois écoles où il y a ce projet pilote-là. Donc, on reste les yeux rivés là-dessus, comme je le disais, pour voir comment ça évolue puis à quel point, comment ça donne du souffle, justement, à nos enseignants, là. Puis juste, on parlait d'allègement de la tâche, j'ai oublié, là, je parlais de beaucoup de choses qui sont rajoutées. Puis entre autres, il y a toutes les comme l'éducation sexualité, des contenus d'orientation aussi, ça a été pelleté finalement, si vous me permettez l'expression, dans le cours des enseignants. Il faut qu'on enseigne ces contenus-là, donc il faut qu'on se forme, il faut qu'on s'informe. Et puis, le programme qu'on a enseigné, on n'a pas enlevé de temps nulle part, là. Fait qu'il faut qu'on agrandisse par en dedans, dans le fond, puis ça fait en sorte que les enseignants sont essoufflés. Ils ont besoin d'air, là. Vraiment, là. Ils ont besoin de temps, ont besoin d'air. Vous parlez d'éducation à la sexualité. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être relégué, par exemple, à des sexologues, des spécialistes de la sexualité? Absolument, ou même l'infirmière de l'école. Mm-hmm. Quand il y en a une. Quand il y en a une, parce qu'avant ça, il y en avait une dans chaque école. Maintenant, on n'en voit plus, ou presque, sauf quand il y a des périodes de vaccination, là. Mais effectivement, là, ça serait un moyen, là, ça serait un exemple de contenu qui pourrait être donné à quelqu'un d'autre. Ça se fait actuellement en géométrie variable là, sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a des centres de services scolaires qui ont engagé quelqu'un pour faire ça. Il y en a d'autres où ils ont pris un conseiller pédagogique qui est responsable de ça. Fait que ça se fait, il y en a où c'est les enseignants qui ont dû s'arranger. Fait que nous, on aimerait qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place finalement pour que ça soit clair, que ça soit la responsabilité de qui, puis que la tâche de cette personne-là soit finalement ajustée en fonction de cette nouvelle responsabilité-là. Parce que là, l'exemple que j'ai donné, ça appartient à tout le monde, puis ça appartient à personne en même temps, dans le fond. Là, mm-hmm. Quand il n'y a pas personne qui est responsable là, de ce dossier-là comme tel. Là. Fait que, mm-hmm. faut que les enseignants doivent trouver du temps pour le faire. Évidemment qu'on ne s'oppose pas à ça. Là. Nous, je veux dire, on souhaite que les enfants reçoivent des contenus relatifs à l'éducation sexuelle. Là. Mais il faut trouver une façon de bien le faire et que ça n'incombe pas uniquement là, aux enseignants, finalement. Voilà. On voulait aussi parler de classes mieux équipées. Oui, les classes mieux équipées. Bien, écoutez, on parlait d'élèves à besoins particuliers, d'élèves avec des plans d'intervention. Vous savez, des élèves qui ont besoin d'aide techno, il y en a de plus en plus. Encore une fois, on ne s'oppose pas à ça. Si c'est ce qui les aide d'avoir les aides techno en lecture et en écriture, par exemple, pour des élèves qui seraient dyslexiques ou dysorthographiques, c'est parfait. Mais là, en ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est que nos classes ne sont pas adaptées à ça. Une classe avec 8-10 élèves avec un portable au secondaire, ce n'est pas rare. Puis là, physiquement, là, dans un local, là, il y a habituellement 2 prises de courant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Ça devient impossible. Puis là, on se fait dire évidemment, là, avec des préoccupations de santé et sécurité, qu'il ne faudrait pas mettre de fil électrique à la grandeur de la classe. Mais comment on y arrive sinon? Donc, c'est ça, il faut vraiment... il y a aussi un coup de barre à donner là, dans comment les locaux sont équipés. L'état également là, des bâtiments, mais... Je veux juste rappeler que la priorité en ce moment, c'est plus de donner davantage de services que les bâtiments en eux-mêmes, là, mais c'est quand même une préoccupation là, que les locaux ne soient pas adaptés. Puis là, surtout, je vous dirais, avec la pandémie, ça a eu quand même le beau côté de dire que tout le monde est davantage techno, les élèves aussi, les enseignants aussi, mais là, les bâtiments ne suivent pas là, ce que ça nécessiterait pour prendre le virage, finalement. Là. Puis aussi, on sait qu'il y a certaines écoles qui sont vétustes, qui ont besoin de réparation ou des fois d'être carrément reconstruites. Donc ça aussi, ça doit être un enjeu. Oui, bien, il y a une étude qui est sortie dernièrement, là, cet été. Et puis, bon, qui nous informe sur
l'état de nos bâtisses, de nos écoles. En région, bon, on est quoi? On est classé, tu sais, c'est pas... on n'a pas beaucoup d'écoles qui sont comme dans le sommet du palmarès, là, sauf peut-être les écoles neuves là, qui ont été reconstruites ou tout simplement construites. On est comme dans le milieu de peloton. Donc, dans les codes qu'ils ont donnés, la majeure partie de nos bâtiments sont quoi, C, je crois, là. Fait que c'est pas... c'est sûr que c'est pas le top, mais il y en a qui sont beaucoup plus vétustes que nos bâtiments, là. Qui sont fait juste penser, bien, ça fait souvent les manchettes, là. Dans l'exemple centre-ville Montréal, là, c'est des écoles là, qui sont désuètes, là, puis vétustes. Nous, au moins, on est comme une coche en haut de ça, là. Là, actuellement, ce qu'on voit, ce serait surtout la ventilation mécanique qu'il devrait y avoir dans toutes les écoles. Il y a quand même pas mal d'écoles qui, maintenant, l'ont, mais là, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'écoles avec une ventilation manuelle, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre, là. Mais ça, c'est quand il y a des locaux dans les fenêtres. Mais vous comprenez qu'en hiver, ça devient problématique quand même, là. Vous voulez dire des fenêtres dans les locaux? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit l'inverse. Des locaux dans les fenêtres. Oui, des locaux dans les fenêtres, toujours pratique. Non, non, c'est ça, effectivement. Ça, c'est quand on est capable de le faire, quand il y en a. Mais même à ça, l'hiver, tu sais, on connaît comment nos hivers sont rigoureux, là. Fait que, effectivement, que ça devient... faut demander aux élèves de venir avec un manteau si on va être capable de faire descendre là, les compteurs de CO2, là. Fait que c'est ça. Ça serait comme un enjeu quand même là, par rapport à nos bâtiments. Surtout qu'il fait très froid en Abitibi-Témiscamingue, là, ouvrir les fenêtres en plein hiver à moins 40. Bien, moins 40, il n'y aura pas d'école, là, mais disons moins 30. Effectivement. En terminant, est-ce que vous voulez lancer un message aux partis politiques? Bien, bon, moi, je dirais pour ma part que Cindy en a fait mention tantôt, là. Présentement, là, on a quoi, la deuxième, troisième semaine de la campagne, on n'a pas entendu parler du tout d'éducation ou à peu près pas. Nous, on aimerait ça que l'éducation soit vraiment une priorité pour tous les partis politiques, là, puis pas une priorité juste dans les promesses, là. On veut que les bottines suivent les babines, là, pour dire utiliser l'expression populaire, là. Et puis, bien sûr, il faut absolument, on est en période de grande pénurie d'enseignantes et d'enseignants, et puis il faut mettre en place des moyens concrets pour, premièrement, attirer les nouveaux enseignants, nouvelles enseignantes, et puis il faut trouver des moyens concrets aussi pour garder celles et ceux qui sont là, déjà à l'emploi. Et puis ça, bien, à notre avis, ça passe par l'amélioration des conditions d'exercice des enseignants. Je ne sais pas si... Bien, on invite tous les candidats à venir nous rencontrer. Là, oui, déjà, on en a rencontré plusieurs. Puis, sur notre territoire, on a on a quatre circonscriptions. 4 circonscriptions, effectivement. Fait que là, on rencontre des candidats d'un peu partout. Puis pour nous, c'est une belle occasion de placer nos enjeux, puis en même temps, d'informer nos membres sur les plateformes, finalement, des différents partis. Mais là, on se fait dire par les gens qui nous rencontrent, les candidats qui nous rencontrent, qui ne peuvent pas nous parler tant d'éducation parce que leur plateforme en éducation n'est pas encore sortie. Puis l'éducation, c'était la priorité dans la dernière campagne électorale et ça s'est traduit par à peu près pas d'amélioration dans le quotidien de nos enseignants. Là, on se dit, si on n'en parle même pas, c'est inquiétant, là, alors qu'on sait qu'il y a un coup de barre important à donner, là. Puis, il y aurait un autre dossier... peut-être que il y a un autre dossier qu'il faut absolument aussi là, que les partis s'engagent, là, c'est l'équité salariale. Il faut que les partis s'engagent à régler ce dossier-là. Là, ça traîne en longueur. Le gouvernement ne respecte même pas, parce que c'est une loi, là, c'est l'équité salariale. Puis là, même le gouvernement ne respecte même pas sa propre loi. Il y a les plaintes de 2010 ne sont même pas réglées encore. Fait que ça, il faut trouver le moyen. Là,
il faut pas trouver le moyen, mais il faut que les partis s'engagent à régler ce dossier-là et puis faire en sorte que, que la loi soit suivie rigoureusement. Donc, à chaque 5 ans, ça doit être réévalué, puis il faut que ce soit fait. Là, on a un gouvernement qui demande toujours des délais supplémentaires dans le but de repousser. Parce que, là, on parle de 2010. Vous savez, on est un très gros groupe, les enseignants. Hein. Puis là, 2010, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Fait que si on recule de 12 ans, l'ajustement salarial, fait que... mais il faut que ça se règle parce que là, ça fait en sorte que l'enseignement est un milieu à prédominance féminine. Donc, quand on se compare avec d'autres secteurs d'emploi, des emplois équivalents qui exigent la même formation, la même complexité, bien, on est payé moins qu'un secteur qui est à prédominance masculine. Donc, nous, ce qu'on voudrait, en fin de compte, c'est que la CNESST, finalement, qui est en charge de chapeauter ça, puisse avoir plus de mordant puis être capable de demander à rendre des comptes puis de donner des obligations, là, de se plier à la loi, alors qu'elle ne l'a pas en ce moment. Que ça serait un autre message qu'on aimerait lancer aux partis politiques, là. Puis on ne veut pas non plus... il y a eu des tentatives de négocier l'équité salariale lors de la dernière négo, ce qu'on a refusé, bien sûr, là, mais il ne faut pas que ce soit négocié. On demande que la loi soit respectée, tout simplement. Puis, en fin de compte, ce qu'on se dit, nous, c'est que l'enseignement, ce n'est pas une vocation, c'est une profession. Voilà. Donc, il faudrait être traité à juste titre. Ouais. Puis avec la valorisation de la profession, bien là, on risque d'attirer davantage de gens dans notre réseau si on redonne ces lettres de noblesse à la profession, finalement. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. C'était super intéressant. Bien, merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Il y a aussi le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue qui exprime son mécontentement durant la période électorale. Il donne jusqu'au 26 septembre prochain aux candidats pour répondre à 4 questions qu'ils jugent essentielles dans la culture. Okay. Premièrement, ils veulent savoir quels mécanismes sont proposés par les candidats pour répondre aux besoins réels en Abitibi-Témiscamingue et qu'ils soient considérés en amont pour les décisions gouvernementales. Autrement dit, comment on va respecter les besoins réels de la région. Okay, ouais. De quelle façon le parti va revoir ou bonifier les dispositifs de financement pour la création des artistes? Autrement dit, comment on va financer la création? Parce que là, actuellement, on finance certaines choses, mais pas la création de nouvelles œuvres, de nouveaux projets. Quelles actions ou quelles mesures allez-vous mettre en place pour consolider les équipes de travail des organisations, notamment en matière de médiation artistique et culturelle? Comment on soutient les équipes de travail, tout simplement. Et selon vous, quels sont les impacts concrets de l'art et de la culture sur l'Abitibi-Témiscamingue? OK. Donc, ces questions-là sont posées. Les candidats ont jusqu'au 26 septembre pour répondre. OK. Tu n'avais pas de vidéo là-dessus? Non, pas de vidéo. OK. Attends, moi, en autant qu'on n'a pas d'anneau au centre-ville illuminé. Je me demande pourquoi tu dis ça. Celle-là de Montréal, là, hier, ils l'ont illuminé. Ben, ils l'ont illuminé, puis ça a coûté 5 millions. Ah, d'accord. Fait que je me dis, moi, tant qu'on n'a pas cette idée-là dans la région, c'est bon. On a aussi les politiciens qui, évidemment, viennent présenter leurs priorités pour la région. Suzanne Blais a dit qu'elle est très fière de son bilan. On peut écouter l'entrevue avec elle. Alors, Madame Blais, on vous accueille aujourd'hui dans nos studios. Bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes satisfaite de votre bilan après 4 ans avec la CAQ? Très satisfaite de mon bilan, pour ne pas dire très fière de mon bilan. Écoutez, on a apporté dans ma circonscription plus de 220 millions. 220 millions en programme et en soutien à l'action bénévole. Alors, dans les programmes, on parle au niveau de l'éducation. On a eu 2 écoles, soit La Sarre et Amos. Ensuite, au niveau de la santé, l'IRM, ma maison des aînés à Palmarol, et je suis toujours mon dossier à Macamic aussi. Et puis, au niveau culturel,
Alors, le niveau culturel ici à Amos, la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila, la réfection de la cathédrale et l'espace bleu. Et en plus, tous les programmes d'infrastructure pour les municipalités. Les petites municipalités, infrastructures sportives. Et c'est intéressant parce qu'on peut aller jusqu'à 100 000 $ et plusieurs municipalités ont pu bénéficier de ce 100 000 $-là au niveau des municipalités. Et il y a aussi la voirie locale, alors le culturel aussi, qu'on a été très présent au niveau du culturel, le tourisme aussi avec Anissibi, avec le refuge Pajot, avec aussi le poste à Val-Saint-Gilles. Alors, tout ça mis ensemble, c'est une belle réalisation et je suis fière. Mais vous savez, ça se fait avec une équipe. Ça se fait avec le milieu, ça se fait avec une équipe et ça se fait aussi avec le ministère. Et à la base, qu'est-ce qui vous a intéressé pour aller en politique exactement? Mon premier appel a été suite à la réforme Barrette. Vous savez, j'ai travaillé pendant 18 ans dans le domaine hospitalier à Amos. Et puis, lorsque j'ai vu qu'on perdait le IRM, parce que M. Barrette avait décidé qu'il retournait à Rouyn-Noranda, parce que la décision du conseil d'administration du CISAP était de demeurer à Amos. Alors, ça, c'était inacceptable pour moi qu'on perdait. On perdait cet outil essentiel pour assurer les services de spécialité à l'hôpital d'Amos. Ça a été la santé là, a été la bonne poussée, l'élan pour m'en aller en politique. Et je voulais aussi apporter à mon milieu des legs, comme des infrastructures, comme la cathédrale, l'espace bleu, ces choses-là. Je voulais apporter ça au milieu aussi. Et pourquoi avoir choisi la CAQ exactement? La CAQ parce que c'est un regroupement de plusieurs partis, coalitions. Hein? On se regroupe tout ensemble. Et ce qui est intéressant de la CAQ, ce sont un gouvernement qui est à la proximité des gens. C'est un gouvernement qui a les vents dans les voiles. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est un gouvernement qui est très diversifié. Au niveau de la CAQ, alors on retrouve des gestionnaires, on retrouve des gens sur le terrain. Et c'est ça puis des gens à la proximité, naturellement, de nos Québécois et Québécoises. Alors, c'est ça qui fait la force de la CAQ. Et là, on va parler de vos priorités pour la région. Oui. Dans le fond, j'ai été consulter sur Internet un peu, voir c'était quoi que vous vouliez prôner, mais je vais vous laisser la parole et on rajoutera un peu de viande autour de l'os. Alors, c'est sûr que la priorité numéro 1 est toujours la santé, améliorer les milieux de travail, décentraliser, rénover nos centres hospitaliers qui sont en désuétude à certains endroits. Je fais allusion aussi à l'agrandissement du centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos au niveau de l'urgence, le bloc opératoire et les soins intensifs aussi. C'est important que cette rénovation, cet agrandissement-là se fasse parce que vous savez que le centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos est le centre de traumatologie secondaire en région. Et on opère plus de 50% des opérations sont faites à Amos. Alors, c'est important d'être modernisé et aussi d'assurer une pérennité à nos spécialités. Parce que lorsqu'on vient de perdre une spécialité, un spécialiste, on vient fragiliser la chaîne de chirurgie. Alors ça, c'est très important. Naturellement, toujours mes routes, parce que vous savez, quand je suis arrivée en politique, la surprise que j'ai eue, j'avais 156 ponts. Et sur 156 ponts, j'en avais 65 % qui étaient problématiques. Alors, ça a été une belle surprise. Mais on travaille très fort et le MTQ, Direction territoriale, le ministère aussi, font un travail extraordinaire. C'est sûr que les gens, on voudrait aller plus vite, mais il y a des échéanciers, il y a des impondérables aussi. Et puis, mon éducation, continuer en éducation et surtout la santé mentale. Donner des outils nécessaires dans différents organismes, que ce soit en centre hospitalier, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de nos aînés, en désintox aussi. Donner des programmes encore pour aider nos gens souffrant de maladies psychologiques, la santé mentale.
On parlait de santé. Je me questionnais, est-ce que la CAQ a l'intention de maintenir à domicile davantage les gens qui sont malades ou il va continuer de se tourner vers les CHSLD? On est en grand déploiement au niveau de la santé avec notre ministre, M. Dubé. Alors, c'est sûr qu'il y a du service à domicile qui va se faire parce que de plus en plus, les gens veulent rester à la maison. Que ce soit un aîné, que ce soit un patient en phase terminale, les gens souhaitent de demeurer à la maison et d'avoir aussi de l'aide à domicile. Alors, on a les aidants naturels, mais on va travailler fort pour avoir du personnel aussi, pour aider, accompagner ces gens-là chez eux. C'est du gros travail. C'est du gros travail parce que c'est le soutien à domicile aussi, mais au-delà du soutien à domicile, il peut y avoir aussi des aides à domicile aussi pour l'entretien, les repas, ces choses-là. Alors, c'est important. Ici, c'est sûr qu'on a la proximité aussi, la proximité de nos services. On est quand même... Il y a des gens qui sont à plus de tout près d'1 heure du centre hospitalier. Alors, c'est important de tout évaluer ça parce qu'on est, vous savez, l'Abitibi-Témiscamingue, elle est atypique en santé. Nous n'avons pas d'hôpital régional. Alors, c'est important de bien évaluer et de travailler tous ensemble pour offrir le service maximal à nos gens qui sont malades. Vous mentionnez qu'on est un endroit différent des autres. Est-ce que la CAQ a l'intention de donner un statut particulier, du moins en santé, à la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Écoutez, depuis le jour 1 de mon élection, que je parle de la décentralisation. Décentralisation en Abitibi-Témiscamingue. Écoutez, puis vous savez, quand j'ai le ballon, je ne le lâche pas facilement. Puis je vais vous dire une anecdote assez que lorsque je reçois mes cartes de Noël de mon premier ministre, il me souligne toujours « Continue, Suzanne, à travailler pour tes centres hospitaliers, lâche pas ». Alors, je ne lâcherai jamais pour qu'on puisse maximiser notre centre hospitalier, que chaque centre hospitalier régional ait leur spécialité et se développe chacun aussi. Aussi, niveau économie, on parle de remettre l'argent dans les poches des contribuables. De quelle façon on fait ça? Bien, vous savez, on a commencé, c'était un engagement électoral en 2018, on a commencé avec les taxes scolaires. Alors, nos taxes scolaires sont revenues dans nos poches. On a fait aussi des rabais au niveau des permis de conduire, au niveau des permis de pêche aussi. On a donné aussi à nos aînés 2 000 $ au total au niveau de l'année. Et puis, on travaille à la réduction des impôts aussi. Alors, c'est une priorité pour notre gouvernement de redonner aux Québécois et aux Québécoises de l'argent dans le portefeuille. Et aussi, on a vu qu'il y avait une grosse inflation dans les dernières années. Comment on fait pour contrer l'inflation? Je crois que le plan du gouvernement, c'était beaucoup de donner des sous aux Québécois directement. Oui, c'était de donner des sous, mais vous savez, l'année qui s'en vient va être aussi difficile aussi parce qu'on ne peut pas contrer l'inflation dans un espace d'1 an. Alors, il faut être vigilant, on va travailler fort. Ça ne sera pas facile, ça serait mentir de vous dire que ça va être facile, ça ne sera pas facile, mais on va arriver à des solutions. L'environnement, c'est aussi un engagement électoral de protéger notre eau, de diminuer les GES et aussi de donner accès à la nature à la population. Comment on fait ça? Bien, écoutez, je vais vous donner des exemples. Au niveau de l'environnement, ici à Amos, il y a eu la décontamination des sols. Alors, l'ancien site GIA terrien qui a reçu 10 millions pour décontaminer le site. Ensuite, au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau, bien, c'est la protection des berges, naturellement, protéger nos berges. Aussi, regarder au niveau... juste un exemple, quand vous allez à la pêche maintenant, il y a des endroits, lorsque vous sortez votre bateau, vous devez le laver. Alors ça, c'est tous des gestes, mais qui font une différence aussi. Sensibiliser aussi au niveau de l'essence, les GES, diminuer les GES. Mais ça, on le voit aussi avec le gouvernement, quand même, au niveau des GES, ont quand même installé les voitures électriques, les autobus scolaires, l'électrification des autobus scolaires, des autos. On a aussi on a eu des bonifications à ce niveau-là. Alors, 150 000 pour les autobus scolaires et puis différentes autos avec différentes bonifications aussi. Au niveau de nos bornes électriques aussi, les municipalités
les gens, les écoles aussi, ont pu bénéficier des rabais sur des bornes. Alors, tous ces gestes-là, il y a du gros travail à faire. Il y a une grande sensibilisation à faire. Puis la sensibilisation, moi, je pense qu'elle commence directement à la maison. Et ce qui est intéressant, dans nos écoles, on l'enseigne maintenant. On enseigne maintenant de protéger notre environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les petits gestes qu'on peut faire. C'est tellement important. Dans le nouveau cours d'éthique et culture religieuse, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom. Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire? Je pense que c'est éthique et je ne m'en souviens pas moi non plus. Okay. Bien, est-ce qu'il y a une portion sur l'éducation à la sexualité? Je sais, je saute du coq à l'âne, mais je me demandais parce qu'on parlait de santé tout à l'heure. Oui, je sais qu'ils vont toucher la sexualité, ils vont toucher aussi, contrer la violence, ces choses-là. Ils vont parler un peu de la religion aussi, différentes religions. Alors, on sait que, bon, au Québec, de plus en plus, il y a différentes religions. Alors, ça va être une belle mise à jour pour les jeunes au niveau de l'éducation. L'éducation spirituelle aussi, mais aussi au niveau de l'éducation en sexualité. Si je reviens à l'environnement, est-ce que vous croyez que c'est réaliste dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue d'implanter des bornes électriques avec les distances entre les villes, de se dire on a un véhicule électrique puis on va fonctionner juste avec ça? C'est une sensibilisation, c'est une réalité. Je l'ai vécu, j'ai parti d'Amos avec une voiture électrique et j'ai monté à Montréal. Alors, il faut arrêter à différents endroits. Et je peux vous dire qu'il y avait quand même, une attente. Là. Il y avait quand même 4-5 autos qui attendaient. Là. Il manquait de bornes. La proximité est la distance est un problème. Au niveau des autobus scolaires, on s'est posé la question aussi en hiver. Parce qu'on sait lorsqu'avec nos moins 30, c'est des réalités. Je sais que ça a été évalué. C'est toujours en évaluation avec les centres scolaires. C'est une réalité. Mais si on peut diminuer, comme je vous dis, les petits gestes vont faire toute la différence aussi. Et puis, moi, j'y crois. Moi, j'y crois d'ici 2050 qu'on va avoir l'électrification. Il y a toujours amélioration. Et puis, maintenant, ils vont installer des bornes encore plus performantes, moins de temps à faire le plein. Ça va aider ça aussi. La CAQ veut aussi prôner la protection de la langue française et des valeurs collectives de la société. Est-ce que vous pensez que c'est un gros enjeu en Abitibi-Témiscamingue, la sauvegarde de la langue française? La sauvegarde, elle a sa place partout au Québec. Partout au Québec, on doit protéger notre langue française. C'est notre culture, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nos entrailles aussi. Et puis, c'est bien de garder l'histoire de notre langue française, nos premiers arrivants, tout ça, parce que on est petit au niveau canadien qui parle le français. Et c'est important, l'affichage, tout ça, qu'on maintienne nos langues, notre langue française et qu'on encourage aussi nos chanteurs, nos artistes à faire des chansons. Lorsqu'on découvre la chanson française, il y a tellement des beaux mots, il y a tellement des choses à découvrir dans une chanson avec des beaux mots en français. C'est important. C'est important de garder notre culture, puis en Abitibi aussi. Malgré qu'on a tout notre petit accent, là, mais c'est important. Moi, je me dis, ça fait partie de nos racines, ça fait partie de nos cultures, et puis on doit continuer à persévérer de génération en génération en gardant notre culture québécoise. Est-ce que la CAQ a le même point de vue par rapport aux langues autochtones qu'il faut préserver la culture et leur langue? Écoutez, nous, on a un beau travail de fait avec nos Autochtones. On respecte leur langue, on respecte aussi leurs besoins. Vous savez, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, on a instauré avec M. Yann Lafrenière, on a instauré un comité spécifiquement de députés qui représentent chaque communauté autochtone au niveau du Québec. Et moi, je suis sur ce comité-là. Et c'est important. C'est important de travailler avec cette communauté-là. Et je me dis, c'est important de respecter leurs coutumes et leur langue aussi. Puis leur langue, je l'ai toujours respectée, moi.
Parce que quand j'étais dans le domaine hospitalier, dans les années 79-80, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, il y avait des Autochtones qui nous arrivaient du Grand Nord qui étaient incapables de parler français, anglais. Ils ne savaient pas leur date de naissance, il n'y avait pas d'adresse. Alors moi, j'ai eu le privilège, avec Mme Moat, d'apprendre quelques mots algonquins pour accompagner ces patientes-là. Alors, j'étais leur mochkikinekwe. Et en terminant, la couverture cellulaire, c'est aussi un engagement de la CAQ. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui. Alors, la couverture cellulaire, on a quand même une couverture cellulaire, mais il y a toujours place à amélioration. Il y a beaucoup de zones orphelines. Je donne comme exemple, quand moi je pars d'Amos puis que je m'en vais dans mon bureau à La Sarre, il y a certains endroits qu'on perd carrément le téléphone. Non, il n'y a plus il n'y a plus rien. Alors, tout est mort. Et puis, il y a plusieurs municipalités, entre autres dans le secteur des Coteaux, La Ferté. Ce sont des gens, puis dans le secteur de La Reine, du Puy, ce sont des gens aussi qui m'ont fait part qu'il y avait de la difficulté à avoir un réseau cellulaire convenable. Mais puis ça, c'est un engagement partout encore au Québec. On va bonifier la couverture cellulaire, comme on a bonifié aussi la fibre optique pour l'Internet. Alors ça, c'est des engagements que notre gouvernement a pris, que la CAQ a pris. Bien, merci beaucoup, Mme Blais, d'avoir été là. Merci. Il y a aussi la ville d'Amos qui émet des revendications. On parle beaucoup de politique aujourd'hui. Elle demande des engagements clairs de la prochaine députée ou du prochain député de l'Abitibi-Ouest. Ils veulent accélérer la réfection des blocs opératoires d'Amos. Autrement dit, il y a des travaux qui vont se faire à l'hôpital Hôtel-Dieu d'Amos et ça traîne en longueur. On veut accélérer ces travaux-là. On veut convertir l'usine Résolu, qui est quand même un moteur économique important à Amos. On veut ajouter 80 places en CPE et construire une nouvelle école en milieu urbain pour la maternelle 4 ans. On veut ajouter un gymnase de 750 mètres carrés à l'école secondaire. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Et remplacer le mur de soutènement du parc Rotary. Ça, si j'ai bien compris, c'est les espèces de murs qui soutiennent les roches sur le bord de la Ricana. Ah oui, OK, c'est ça que je me demandais. OK. Ah, OK, oui, je me rappelle. Ouais. Donc là, il faut le remplacer. Et aussi, on parle de logements sociaux, de logements abordables, de pénurie de main-d'œuvre, de rétention de main-d'œuvre. Ça, c'est des enjeux qui touchent notre région. Non, tu vois, OK, je suis en train de lire en même temps. Journée de deuil de la défunte reine Élisabeth. Tu vas nous parler de ça. Le gouvernement du Québec a confirmé qu'on aurait une journée de deuil lundi le 19 septembre, donc lundi prochain, pour se recueillir après le décès de la reine Élisabeth II. Mais on précise bien que ce n'est pas une journée fériée. Les gens rentrent travailler quand même, ils ne sont pas payés pour cette journée-là. C'est vraiment plus une journée symbolique. Et c'est pour respecter la reine qui a quand même fêté son 70e anniversaire à la couronne britannique en juillet. Puis en 2015, elle avait, je ne veux pas dire détrôné, mais elle avait eu un règne plus long que la reine Victoria. Donc c'est elle, à la couronne britannique, qui a eu le plus long règne. Alors voilà, respect pour cette dame qui est décédée en début septembre. Quand même. On a aussi un camp de recrutement pour l'Alibaba qui s'en vient. Ah, mets-moi 20 ans de moins, puis je pense que j'y allais. Ben, c'est le 24 septembre, donc, et c'est de 13h à 16h au local de l'ancienne boulangerie au 412 3e Avenue Est à Amos. C'est gratuit, ça va être animé par Pierre-Marc Langevin. L'objectif, c'est de former 4 équipes d'improvisation pour l'année 2022-2023 pour l'Alibaba. Et on s'entend que, écoute, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'en ai fait un petit peu étant très jeune, jeune ado. Là. Et quand même, ça aide beaucoup à développer le sens, avoir de la répartie. Je trouve ça que donne de la confiance en soi. Moi aussi, j'ai fait de l'improvisation. Confiance en soi. Ouais, c'est une belle expérience. Oui. Et à venir, c'est le retour de la campagne Biscuit Sourire du 19 au 25 septembre. Oui. Et en Abitibi-Témiscamingue, les fonds vont être recueillis pour la maison La Source Gabrielle. C'est une maison de soins palliatifs à Val-d'Or. Et les services sont gratuits.
Et on va aussi avoir un débat électoral mardi prochain, le 20 septembre. Débat des candidats au Théâtre des Escars à 19h30. Les citoyens sont invités, bien sûr. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi qui a initié le projet. Les citoyens vont pouvoir poser leurs questions aux candidats. Et jusqu'à maintenant, il y a juste le Parti conservateur qui ne vient pas. Il va y avoir le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire et j'en oublie un. Oui, la CAQ, évidemment. Au pouvoir. Ben oui. Mais l'Union nationale n'a pas été invitée, par contre. Ah, OK. Oh, OK. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Tout est beau. Non? À moins que je te raconte une histoire de chien de Saint-Bernard. On va laisser faire. Ça, c'est un inside qu'on ne va pas expliquer à la télé. Okay. Bonne journée, Christian. Bye-bye.